Au commencement, il n'y avait rien. C'était le néant. Bon, voilà, début de la marche. Nous sommes à Nordais, tout près de Yamaska, environ à 10 km de Yamaska. Donc, c'est ici que se termine, c'est ici que la rivière Yamaska se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, moi, je remonte la rivière, contrairement à Martin Veilleux qui, lui, suit le courant. Cette marche a pour but de sensibiliser la population à une situation désastreuse, honteuse. La rivière Yamaska est très polluée et trop peu de gens le savent. C'est plus que probable, la Yamaska serait la rivière la plus polluée au Québec. Voilà, j'entame cette marche sans prétention. Ceci étant dit, je ne crois pas que l'on puisse renverser la vapeur en quelques jours. Ça va de soi, ça a pris des années à polluer la rivière. Ça prendra sans doute des années aussi la remettre dans un état adéquat. Souvent négligé quand on parle de la Yamaska, c'est le problème de l'érosion. On considère l'érosion comme étant le principal cheval de bataille à enfourcher pour les prochaines années. Il faut absolument travailler ensemble avec le monde agricole afin de réduire les problèmes associés à l'érosion. Il faut trouver des moyens de protéger les champs pour s'assurer que les particules fines de sol, on parle, juste pour vous donner un chiffre qui est assez évocateur, de 300 000 tonnes. 300 000 tonnes chaque année de bonne terre s'écoulent via la rivière Yamaska dans le lac Saint-Pierre. Donc ça représente une quantité importante de bonne terre. Est-ce qu'un jour il faudra rapporter cette bonne terre pour à nouveau cultiver? Donc, elle n'appartient à personne, la rivière Yamaska, mais elle appartient à tout le monde, à toute la société, à la nature, à l'agriculture et aux humains. Bonne question. Je pense qu'il y a une grande partie de la rivière Yamaska qui appartient à ceux qui font la production animale. À qui appartient la rivière Yamaska? Bon, la rivière Yamaska est de double propriété, dépendant où est-ce qu'on se situe dans le bassin versant. À partir de son embouchure jusqu'à peu près Saint-Césaire, c'est une rivière qui est de propriété gouvernementale. Ensuite, la rivière est de propriété privée, c'est-à-dire que le fond de la rivière appartient aux riverains. Ce que les gens savent moins, c'est quand des fois c'est un tout petit cours d'eau, tout petit affluent de la rivière. Là, à ce moment-là, la ligne de propriété va aller généralement jusqu'au milieu du ruisseau. Et comme les gens là, voient que bon leur propriété va jusque-là, ils payent des taxes sur cette propriété-là au complet,
À ce moment-là, ils ont souvent l'impression qu'ils peuvent en faire un peu plus, surtout si eux croient pas que ce qui coule au bout de leur cours, c'est un milieu naturel qui a une importance au niveau faunique, au niveau végétal, au niveau aussi de la qualité de l'eau, puis du régime d'écoulement de l'eau aussi. Fait que dans ces cas-là, il faut inciter un petit peu plus auprès des gens là, pour leur rappeler que oui, c'est chez eux, par contre, ils peuvent pas tout faire. Marcel, il a amené ce point-là vraiment, juste de commencer par demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de la rivière. Pensez-vous vraiment qu'elle est polluée, la rivière? Juste de commencer par ça. Puis, à un moment donné, bon, ben, comme il disait, tu sais, si on dit qu'elle n'est pas polluée, bon, ben, on oublie ça, le problème est réglé. Mais si la réponse, c'est oui, on pense qu'elle est polluée, bon, ben là, c'est le début. Poser la question, c'est y répondre. Oui, la rivière Yamaska est polluée. Parmi le suivi des rivières qu'on fait au ministère de l'Environnement, on considère que la rivière Yamaska est la plus polluée au Québec. Je pense que c'est un fait qui est reconnu de la part de la population, de tous les gens. Là. En amont de nous, on a une eau qui est de meilleure qualité, mais au fur et à mesure qu'on descend vers la rivière, vers nous, bien, cette eau-là se salit. On a le triste record d'être une des plus polluées avec la rivière l'Assomption. Fait que, oui, on a à vivre avec une rivière qui est polluée. J'échantillonne pour le ministère de l'Environnement. J'échantillonne la rivière Chibouette puis la Yamaska. Puis entre autres, j'échantillonne pour les pesticides. Puis le seul échantillonneur qui a 3 échantillons à prendre pour les pesticides, c'est pour dire que c'est la plus polluée. Depuis longtemps, souvent on entend, parce qu'on interviewe des gens au fur et à mesure, comme M. Joyal ici tout près. Est-ce que selon toi, elle est moins polluée qu'elle l'était, la rivière? Probablement. Ah, c'est dur à dire. Autrefois, on disait qu'il y avait des usines à Saint-Hyacinthe qui polluaient énormément, le textile. Maintenant, l'agriculture prend des proportions assez terribles ici. Fait que non, c'est dur à dire. Es-tu moins ou plus? Elle l'est encore beaucoup. Elle l'est encore beaucoup. Ça, je le crois. Ah oui. Nous sommes mercredi 18 mai, deuxième journée de marche. Nous démarrons ce matin à Yamaska et on se dirige vers Massuville. Le paysage est très beau. Alors, aujourd'hui, conférence de presse à Massuville. Journée importante pour nous. Alors, on y va. C'est que dans le bassin de la rivière Yamaska, il y a des sources des sources diversifiées, bien sûr, qui proviennent du milieu agricole, mais aussi des municipalités, des industries et des résidences isolées qui n'ont pas de fosse adéquate, puis qui déversent directement. Donc, il y a de multiples sources. Bien entendu, il y a tous les gens qui sont en bordure de rivière, qui des fois ne sont pas encore raccordés au réseau d'égouts et qui vont rejeter via leur fosse septique ou des fois sans fosse septique. Fait qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore installés adéquatement là, pour éviter de la pollution de la rivière. La pollution, là, il y a 40 logements qui égouttent dans la rivière. Il n'y a pas de fosse septique. C'est ça qui pollue. Seulement eux, il n'y a personne d'autre qui pollue la rivière. Ah, ben, il y en a qui jettent des affaires.
Comment tu veux polluer ça? Là, des folies, il y en a qui viennent en pêche et ils disent on ne paye pas de poissons. Mais comprends qu'il y a des poissons non plus reculés pour avoir de la pluie des yeux. T'as cassé la chaîne de mon tracteur. T'as brisé la roue de mon étendeuse. Tu ne veux plus tirer les vaches. Tu laisses la terre s'abandonner. On n'est pas fou, on n'est pas fin. On n'est pas chez nous, mais on est bien. Plus que l'activité agricole est présente, plus qu'elle est omniprésente, et je vous dirais, c'est encore la source, la première source de pollution. Autant au niveau des insecticides, des herbicides, pesticides, et aussi des engrais, des fertilisants que l'on met, qui ne restent pas sur le sol, mais qui sont amenés et charriés dans la rivière. Ce qu'on a fait dans les années 70, c'est qu'on a redressé les fossés, on a drainé nos champs pour faire une meilleure productivité, pour que la culture se fasse mieux. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça a augmenté la rapidité de déversement vers la rivière, vers les rivières. Eux autres. Tu sais, ils gueulent, là, parce que le gars, il laisse traîner un bout de madrier long de main sur son terrain, zone verte, mais lui, il envoie son purin dans la rivière. C'est de même que ça marche. Moi, le prochain que je pogne ce jeu, il en garochera plus. Parce que lui, il va aller faire un tour dans le purin de cochon dans la rivière, il va savoir c'est quoi. Ouais, mais qui a pris 3-4 bouillons de ça, là, il va savoir c'est quoi de la marde. Quand il y a de l'érosion, c'est la particule de phosphore qui est rattachée au sol quand le sol s'en va dans le cours d'eau. C'est juste ça qui est le problème. C'est pas d'autre chose, là. Le reste, là... Et puis, qu'est-ce qui empêche de solutionner ce problème-là? C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. La solution, c'est monétaire. C'est pas d'autre chose, c'est monétaire. Faut gagner son pain. Faut gagner son pain. Alors, les causes, moi je dis, c'est une production industrielle dans tous les secteurs d'activité, où qu'on se sentait pas responsable, en fait. On se sentait uniquement responsable du côté économique, sans tenir compte des dégâts qu'on faisait, sans tenir compte des retombées négatives qui pouvaient provenir de ce genre de production-là, de cette façon de produire. Et le plus grave, je pense, c'est même pas de se sentir responsable de ça. Parce que les citoyens, là, avec les systèmes d'égouts là, qui s'en vont directement dans les cours d'eau, les usines d'épuration qui traitent les eaux à 60%, là, le 40%, lui, il s'en va constamment dans le cours d'eau. Ça, c'est jamais comptabilisé. Tous les champs d'épuration qui s'en vont directement dans les cours d'eau, c'est jamais comptabilisé. Fait que, tu sais, là, on n'est pas tout seul, là. Pourquoi faire qu'une municipalité, ces eaux ne sont pas épurées à 100%. Tu sais, là, à un moment donné, il ne faut pas être plus catholique quelque part. Non, ici, on traite 100% des eaux usées. Toutes les égouts se dirigent ici. Les seules fois où on ne peut pas tout traiter le débit, c'est une forte pluie. Parce que même une pluie faible ou une pluie d'une durée limitée, c'est pas... s'il pleut, 12 heures d'affilée et une bonne pluie, c'est sûr qu'il y a une partie du débit qui va sortir par le trop-plein.
Les causes principales de pollution, ça serait quoi, ça? Ben, l'agriculture, en grande partie. Le déboisement aussi. Elle est tout en train de s'eutrophier, comme on dit. Elle devient chaude, les bactéries se développent, les algues se développent. À déboiser, ben c'est ça, on expose tous les cours d'eau aux rayons du soleil, puis l'eau, elle devient plus chaude. Puis aussi, ben avec tout ce qu'on étend dans les champs, les pesticides, puis les engrais, ben ça contribue au développement des algues. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas, hein. Puis tout ça, le déboisement en rapport avec l'industrie du cochon, qui est une industrie d'exportation. On se pollue avec le cochon. C'est ça. Pas mal de résumé. Si on allait vers les solutions, on parlait de pollution diffuse. Bien sûr, ce sont les activités agricoles qui semblent être la principale cause de cette pollution-là. Ouais, c'est la principale cause. Comment je pourrais vous dire? Il faut toujours faire attention, parce que je me méfie, moi, qu'on dise, vous voyez, à un problème complexe, il y a un coupable. Et puis c'est ces gens-là qu'on doit pointer du doigt, puis c'est à eux ensuite de se discipliner, puis haro sur les agriculteurs. Attention! Attention! Attention. New music. Aujourd'hui, 19 mai, jeudi, 3e jour de marche. Nous partons de Massouville, nous nous rendons jusqu'à Saint-Louis. On y va, on a environ 10 km à marcher, c'est donc une petite journée. Alors, à plus tard. OK, let's go! Ben, depuis qu'ils ont arrêté le purin, c'est correct. Ah, là, c'est arrêté. C'est le purin, ça là. À Saint-Tude, il me semble que c'est à Saint-Tude. Là, c'est arrêté. Mais il n'y en a pas encore qui vont à la rivière? Ils n'ont plus le droit. Oh non, ils n'ont plus de droit, là. Ils n'ont plus de droit, oh, non. Même si on voit des porcheries sur le bord de la rivière? Ben, il y a une fosse. Lui, il se trouve peut-être à avoir, je sais pas moi, 1000 arpents. S'il laissait une bande là, de 50 pieds le long, là, c'est ça qui va c'est pas ça qui l'appauvrirait. Là. C'est ça qui est la MRC à ce règlement-là. Mais il n'est pas appliqué. Les autres sont pas... Oui, mais ça va. 50 pieds. On a choisi la facilité de normer. Alors qu'elle a fallu choisir la finalité qui est de ne pas polluer. Moi, à mon avis, c'est le choix qu'on doit faire, puis je pense que ça prend du courage. Bien sûr que ça prend du courage politique. Ça aussi, c'est un élément important dans d'abord l'arrêt de la pollution, puis la dépollution. Du courage politique. Et on n'a pas eu. Les gens qui ont acheté des terrains là, et qui ont tout déboisé, qui font pousser de la tourbe, il n'y a pas de reboisement là. Mais là, mais c'est pas en bois, ça, là. Mais on a des terrains agricoles? C'est des terrains agricoles, c'est pas en bois. Ah, tu sais qu'il y a des andins, là. C'est pas du bois, là, c'est pas de la tourbe qu'ils vont faire là. Ça, ce bois-là, dans des bouchées de 30 ans, à peu près. Puis c'est tout à mon âge, et puis dans le passé, ils l'ont mis en andin pour faire la terre agricole. Ben, tu sais que la tourbe, c'est à cultiver.
ça cultivait plus ou moins, tu sais, que c'est du maïs. Il y avait des endroits où il y avait des boisés quand même. Ah non? Il y avait des endroits où il y avait des boisés. Pas du sucre et la tourne. Non, pour du sucre et la tourne, il n'y a pas de boisé, là, je peux vous garantir ça. Et on a sorti l'expertise, les agronomes forestiers, sorti l'expertise. Puis aujourd'hui, je suis bien d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas un pro des boisements. Je ne suis pas un anti-déboiseur non plus, je ne suis pas un pro. Vous savez que la couverture forestière, c'est important pour la qualité des sols et justement pour éviter la pollution, etc. Est-ce que, je ne connais pas les pourcentages de Saint-Louis, c'est quoi la couverture forestière? À Saint-Louis, comme ça, couverture forestière, on a peut-être plus qu'on avait il y a 25 ans. Comme je l'ai parlé hier, c'est dû à... Moi, je me rappelle dans le Bourgogne, tu voyais jusqu'à nos chemins, puis c'est touché à mon âge. Comme je dis, la nappe phréatique est beaucoup trop proche. C'est que le bois comme tel, il ne sera pas à maturité. Il va rester au nérondin. Puis il y a trop d'eau. Il faudrait que ce soit drainé. S'il a jeté son boisé à terre pour faire de l'agriculture, c'est parce qu'il y avait un potentiel agricole en dessous. C'est un choix qui s'est fait. Sauf qu'encore une fois, on revient sur le fait que c'est un propriétaire tout seul qui supporte le coût de tout le sol et ce qu'il supporte, et que lui prend les décisions en fonction de sa réalité à lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser les propriétaires tout seuls prendre des décisions qui ont des impacts collectifs. Il y a des études qui disent que lorsque, dans un territoire donné, on enlève la forêt sur plus que 50%, on peut avoir déjà des problèmes d'équilibre au niveau des peuplements forestiers et on peut avoir des problèmes au niveau de la biodiversité faunique. Si, sur un territoire donné, il ne reste plus que 30% de forêt, là, il y a une évidence très nette, les études l'ont démontré, qu'il y a une perte nette de biodiversité. Moi, je le vois au niveau de la faune, parce que c'est mon travail de le voir au niveau de la faune, mais on peut penser aussi que si il ne reste que 30% de forêt dans un territoire donné, c'est tout l'équilibre de l'eau qui en est affecté. C'est comme construire une étable, puis de l'installer au bord de l'eau. Dans une zone inondable, parce que la nature c'est donc beau. Les lois, les règlements sont là. Souvent, c'est les municipalités qui ont le rôle de les faire appliquer. Et pour être assez près de certaines municipalités, je vois concrètement que c'est pas de mauvaise volonté, c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les employés pour faire respecter ces règlements-là. Ils sont un petit peu comme nous au KGB. Ils essaient de répondre aux principales demandes, puis ils n'arrivent jamais à combler le mandat au complet. Il y a un règlement là, qui existe, là. Tu vois, aussi simple que pour les bandes riveraines. Il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Il y a des gens qui le respectent, il y en a qui le respectent pas. Fait que, tu sais, puis c'est une loi, là. Je veux dire, le conseil municipal, il a tout en main pour aller appliquer. C'est un règlement. C'est comme la ceinture de sécurité dans la voiture. Tu sais, c'est exactement la même chose. Tout le monde le sait. Mais bon, tu sais, on va pas taper là-dessus trop. Correct. La bonne majorité dans la municipalité et dans la région aussi entretiennent des bandes riveraines. Ne les labourent pas, ne les cultivent pas. Et c'est étroit. Ce qui fait que le gouvernement nous demande 1 mètre, mais on a l'impression, puis au ministère de l'Agriculture, on se dit 1 mètre c'est bien, mais 1 demi-mètre ou 3/4 de mètre, c'est suffisant. Ce qu'on veut, c'est empêcher que le sol descende dans l'eau. Nous avons ici 2 manières de faire. D'une part, à droite, même si ce n'est pas parfait, il y a une bande riveraine, c'est-à-dire une bande d'herbe qui filtre l'eau et qui retient le sol. D'autre part, à gauche, au contraire, on voit l'effet de l'érosion. Le sol et les produits toxiques se retrouvent dans le fossé coule dans la rivière coule dans le lac Saint-Pierre. On a du mal à respecter l'environnement. Non, ça c'est pas vrai. Ça. Non. Le ministère de l'Environnement a fait le tour
Au point de vue réglementaire, là, le ministère de l'Environnement n'a pas trouvé de ferme qui n'était pas réglementaire. Avec les règlements qui existent, les agriculteurs sont tous conformes. Même si tous les produits qu'on mesure respectent la norme, on ne connaît pas l'impact de tous ces produits-là qui sont mis ensemble dans une espèce de soupe dans laquelle les animaux vivent. Tant qu'on ne mesurera pas la finalité, mais qu'on va se contenter de mettre des normes ou des structures, si tu es en acier, si tu es en bois, si tu es en tourbe, il y a toutes sortes de choses possibles. Mais pour la bureaucratie, c'est tout le temps plus facile d'avoir des normes, hein, parce qu'elle se dégage de ses responsabilités à partir de là. Hein. Aujourd'hui, vendredi 20 mai 2005, nous sommes à Saint-Louis. Nous sommes présentement au cimetière, dans le cimetière de Saint-Louis. Nous nous dirigeons vers Saint-Barnabé-Sud. Bonne journée pour nous, 22 km. À ce moment-là, qu'est-ce qui faisait que, selon vous... Sur l'eau, il disait qu'il était infecté, puis moi, j'en ai eu des fois. J'en ai eu des fois pété. Je mangeais à un moment donné, je prends un maudit mal de cœur, quelque chose. Des fois, il dit, tu parles des poissons qui n'est pas bon. On ne sait jamais. Hop, regarde, il prend des petits coups. Ça sert un peu. On est tellement bien qu'on sent mal un petit brin. Y'a rien qui sait qu'on est bien. On voit notamment à des endroits précis une disparition des espèces de poissons qui étaient des indicateurs d'une eau de qualité. Ils sont remplacés par des espèces plus tolérantes, plus robustes à de la pollution de l'eau. C'est malheureux, mais c'est une perte de jouissance pour les gens parce qu'ils perdent le plaisir de la pêche. Mais c'est une indication aussi qu'il faut qu'ils s'inquiètent pour la qualité de leur eau. L'étude ou l'ensemble des études qu'on a réalisées montre qu'il semble y avoir un risque, à tout le moins pour un type d'infection parasitaire qui est plus résistante au chlore, qui ferait que même si l'eau a été traitée, en certains moments, il est possible quand même de contracter une infection due à cette eau-là. En ce qui concerne la consommation d'eau du robinet, l'étude a montré qu'il y avait que le risque de contracter une giardiase était accru de 80% chez ceux qui consommaient une eau du robinet qui provenait d'un aqueduc. Donc une eau qui avait été traitée par une usine habituelle. Okay. Et dans le bassin spécifique Yamaska par rapport aux autres bassins, on a utilisé comme bassin de comparaison le bassin de la rivière Richelieu et le bassin Saint-Laurent, qui longe donc le fleuve Saint-Laurent. On a montré que là, spécifiquement dans le bassin Yamaska, il y avait un risque accru de 80% par rapport aux autres bassins chez les consommateurs d'eau du robinet. La giardiase, c'est une infection qui cause plutôt des effets secondaires, mais qui ne tue pas la personne, effectivement, qui cause plutôt des infections qui vont perdurer. Par exemple, typiquement, on va voir un enfant qui a sa gastro depuis quelques mois, puis ça va et ça vient, puis on n'arrive pas vraiment à bien la traiter. Et éventuellement, cet enfant-là se retrouve à moins bien absorber des aliments, parce qu'il est toujours comme en état d'infection. Et à ce moment-là, sa croissance n'est pas aussi normale qu'un autre enfant. On parle jamais, l'usine de filtration, hein, est capable totalement d'enlever dans l'eau tout ce qui est synthèse.
Donc, tous les pesticides, toutes les molécules chimiques de synthèse, il n'y a pas une usine de filtration au monde qui est capable de contrôler ça. Il n'y en a pas. Ça, puis là encore, on parle de désinfection de l'eau. On va désinfecter l'eau. Tu sais, on va inventer une nouvelle machine pour traiter l'eau. Tabarnane, pourquoi qu'on n'arrête pas de mettre du stock dedans? Je veux dire, tu sais, je sais pas, là. Gros bon sens, là. L'eau de la rivière en tant que telle, il y a peut-être des périodes où elle va être plus difficile. Exemple, où ça peut être un peu plus dangereux. Je vous dirais que c'est des périodes où maintenant, depuis 3 ans ou 4 ans, on commence à vivre des problèmes d'algues bleues qui dégagent des toxines. Fait que ces toxines-là sont dangereuses pour la santé. C'est des épisodes qu'on n'avait jamais vécu avant, puis maintenant on revoit et qui nous ont forcé par les années passées à restreindre l'accès à la rivière. Ce n'était pas une interdiction complète, c'est plutôt au moins aviser les gens que s'ils se baignaient puis qu'ils avaient des contacts avec les algues, ça pouvait devenir un problème justement de santé publique. Mais dans d'autres cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens encore qui se baignent dans l'eau de la rivière et qui vont boire une tasse sans pas mettre en danger, mais je veux dire avoir des problèmes de gastro ou des choses dans ce genre-là. Bien sûr, de l'eau de baignade. Il est évident, on ne peut pas se baigner dans cette eau-là. Okay? Alors, donc, on limite beaucoup notre risque, parce que c'est sûr que si vous vous baignez, la probabilité que vous avaliez de l'eau est assez élevée. Alors, la probabilité que vous fassiez une gastroentérite ou même une dermatite en vous baignant dans une eau qui est aussi contaminée, elle est très, très, très élevée. C'est sûr que je ne m'y baignerais pas. Ou si je faisais du canot, je ferais attention pour ne pas y tomber. Mais ça ne me ferait pas déménager. Non. Mais je pense que ça me donnerait le goût de m'impliquer. Ma maison tombe, mon toit s'écroule, mon char est jacké dans le décor, mon chien a mangé toutes mes poules. Aussi bien d'oublier les œufs d'or, le journal jauni devant la porte, la boîte à mal a crissé le camp. On se laisse aller en quelque sorte, je me compte des peurs en attendant. Alors, samedi 21 mai, dernier jour de marche, nous sommes à Saint-Barnabé-Sud. Nous allons franchir aujourd'hui 15 km. Nous sommes une dizaine de marcheurs. Peut-être d'autres se joindront à nous. Alors, c'est un beau parcours. Nous allons passer à travers les champs. On aura beau dire qu'est-ce qu'on voudra, on n'a rien qu'à aller checker dans le cours d'eau. Quand que la qualité de l'eau se détériore encore, je regrette, on fait pas un job comme du monde. Puis c'est ça. Fait que là, pis ça on le sait en plus, tu sais. Fait que là, je sais pas, ça prend ça encore des études, des rapports, des gagnants. D'abord, il faut admettre qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui le savent, il y a beaucoup de gens qui travaillent en environnement qui le savent. Évidemment, si on considère que la contamination agricole qui provient des porcheries n'est pas un problème, là, toute discussion et tout travail s'arrête. Parce qu'on peut pas travailler à l'amélioration de la qualité d'une rivière si on considère que les porcheries respectent les normes et si ça fait partie du développement durable. Moi, je pense que les porcheries, ça peut difficilement faire partie d'un développement durable. D'après ce que j'ai pu voir, ça tue des rivières. La manière dont c'est pratiqué aujourd'hui. Mais c'est parti de porcherie! Ouais, non. Hein? Ben, va, je te cherche. Ben,
pas une porcherie que t'as là, c'est un truc. Ben non, c'est une porcherie itinérante. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde veut manger du jambon, mais il n'y a personne qui veut le voir pousser à côté de chez eux. Ça pue en calvasse, du jambon vivant. Exactement. À cette heure, à la campagne, c'est interdit à cause de l'odeur. Tu sais, le monde de la ville qui s'achète un chalet à la campagne, ils veulent rien savoir de l'odeur. Fait que moi, ben, je me promène avec mon troc en ville. Parce qu'en ville, l'odeur, ben, ça paraît pas. C'est payant. Paul, tu me connais. Là, je te parle même pas des subventions. L'impôt est venu me vérifier, toi. Malgré toutes les crosses que je lui ai faites, il m'a envoyé un chèque de 150 000 piastres. Mange donc de la merde. Si jamais t'as des déchets toxiques, là, je sais plus quoi faire avec, ben donne-moi-les. Moi, j'ai un petit avion, puis je peux spreader ça un peu partout. Quand t'es cultivateur, polluer, non seulement c'est toléré, mais c'est encouragé. Moi, je peux te décolisser un écosystème au complet. Le ministère de l'Environnement vient nous dire, ben, faut que les cours d'eau descendent à 30 ppm parties par million des kilos de phosphore, là. L'État est venu nous dire l'autre jour, ça sera impossible. Oubliez ça. Vous allez tout faire disparaître l'agriculture au Québec. C'est inatteignable. Parce que les boisés, si on prend des boisés purs, là, les quantités de phosphore qui sont émises par les boisés sont plus hautes que ça. Fait qu'on peut demander à un secteur d'aller plus bas que ça, là. C'est illogique, là. Si on n'est pas capable de vivre l'agriculture en respectant l'environnement, vaut mieux plus faire d'agriculture. C'est aussi simple que ça pour moi. Moi, c'est clair. Hein? Si on n'est pas capable de respecter l'environnement, bannissons l'agriculture. Qu'on enlève l'agriculture aujourd'hui pour demain, ton frère, ton cousin, ton voisin va perdre sa job. Il y a une partie de chaque salaire de la population qui provient de l'agriculture. Les gens ne sont pas au courant de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas être tout seul là-dedans. C'est la raison principale, là. Tout le monde est prêt, mais quand ça arrive, là, on n'a plus la capacité de payer, là. La capacité de payer n'est plus là. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça que je dis, là, la solution est là, mais on a été se promener à Ottawa, c'est pas pour rien. Ça coûte plus cher produire, peu importe la production, que le revenu qu'on a. Fait comment veux-tu qu'on avance dans l'agro-environnement? La raison est là aujourd'hui. T'as pas plus de droit de polluer quand t'es mal pris que t'as le droit de polluer quand t'es pas mal pris. Ça te donne pas un droit, ça, là. T'as pas le droit de polluer. Par exemple, c'est pas parce que financièrement la situation agricole est difficile en ce moment que ça peut justifier le droit de polluer. D'aucune façon. Et pas plus pour une industrie. Puis comment de fois qu'on a laissé passer ça, par exemple, pâte et papier pendant longtemps, les menaces, parce qu'on vivait trop sous la menace, on va s'en aller ailleurs. Ben, bien sûr. Ben, allez-vous-en ailleurs, tu sais, parce que et nous autres, on n'accepte pas ça. C'est une question, c'est un choix de société aussi qu'on va faire. Et quand on fait un choix de société, on est tous interpellés à l'intérieur de ça. En tout cas, c'est pas cette gang de ci pis de ça, pis de végétariens pantoute, pis de Greenpeace en chien qui vont nous empêcher de venir au bout de tout. Pis s'il faut, mesdames, on va rester en arbre de bout pour les prendre. Une des premières choses, je dirais, dans les plans d'action des groupes de citoyens ou des comités du sous-bassin versant, c'est du reboisement. Pour retenir les sols, puis en même temps retenir, je vous dirais, la pollution, les polluants de se retrouver dans ces plans d'eau-là. Deuxième des choses fort importantes, c'est de protéger le plus rapidement possible les milieux naturels. Les milieux naturels, les milieux humides particulièrement, qui se retrouvent sur le long des berges, mais aussi en dehors des berges. On en a encore des régions qui ont des milieux humides, mais il faut les protéger parce que c'est un milieu filtrant. La solution d'avenir, c'est dans la diversité, c'est ajouter une valeur à la production. Ça, c'est avant-gardiste, ça c'est être moderne. C'est de retourner un système féodal de rétribution des travailleurs agricoles dans des mauvaises conditions. C'est pas vraiment un progrès. En ce qui me concerne, ça, pour moi, c'est un retour non pas aux misères des années 50, mais au système archaïque du Moyen Âge. Ça pour moi, c'est majeur.
Et l'agriculture industrielle s'en va vers un net retour en arrière. Et de toute façon, c'est un feu de paille. La quantité de ressources qui sont en train de flamber actuellement, ça ne peut pas durer longtemps. Pensez-vous qu'il faudrait aller jusqu'à exproprier les berges pour vraiment s'assurer qu'elles sont protégées? Ben, moi, je pense que oui. En tout cas, c'est une des solutions qui doit être envisagée. Si on n'est pas capable, si on n'est pas assez intelligent pour agir comme un citoyen responsable, allons là. Regarde si je suis beau, regarde si je suis fin, regarde-moi comme beau, regarde mon bulletin, regarde si je suis fort, regarde ma maison, regarde-moi encore, regarde mes caleçons. Tu mesures exprès pour moi avec des brillants sur le côté. Regarde mon beau char, regarde ma peignure, regarde pas de l'autre bord, regarde-moi l'allure, regarde mes petits trocs, regarde mes gros sous. Moi, ce que je souhaiterais pour le bassin versant de la Yamaska, c'est que chacun soit conscient qu'ils ont le pouvoir d'améliorer le bassin versant, dans le sens que tu protèges, que tu as 5000 pieds carrés dans le bassin versant ou que tu as 1000 hectares dans le bassin versant. C'est qu'à partir du moment que tu poses des gestes, tu dois te questionner sur les répercussions que tu as sur notamment l'eau de ton bassin versant de la Yamaska, ou sur les paysages, ou sur la faune de ton bassin versant. Ce qui fait que c'est pas nécessairement des millions et des millions, il faut pas toujours attendre après l'argent, il s'agit juste d'être sensible à ça, de savoir, aujourd'hui je pose un geste, est-ce que j'améliore, je détériore la qualité de l'eau de mon bassin versant? Il faut arrêter de s'excuser que nous, on pollue pas. Je veux dire, on pollue tout à différents niveaux parce que la conscience est peu développée encore. Même devant des résultats qu'on constate, on parle de la Yamaska, devant une évidence évidente, comme on dit. Et même là, il y a un tas de monde qui se sentent pas concernés. Puis je sais pas, des fois quand je lisais Aristote ou Platon, tu sais, ou l'utopie de Thomas More, tu sais, je me disais, aïe, la politique, c'est là le nœud de la patente, c'est là où on va régler le problème, c'est là où on va inviter tout le monde à faire partie du projet, la société bateau. Ça prend la collaboration des gens qui vivent autour. Et c'est, à mon avis, là, indissociable d'avoir un milieu en santé. Ça prend les gens qui sont autour, qui s'en occupent et qui veillent au grain, là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Il faut s'assurer que l'environnement devienne une priorité. Ça fait partie de toutes les campagnes électorales. Hein. L'environnement, c'est très à la mode au moment où les campagnes se font. Quand les personnes sont élues, le sujet est un petit peu relégué aux oubliettes. Ce que je vais faire, c'est continuer dans la même direction. Je n'ai pas changé d'opinion sur ces questions. J'ai signé la politique nationale de l'eau. Je veux la mettre en œuvre, je veux la traduire dans le concret et j'espère être capable, avec le monde municipal et les gens des comités de bassin versant, qu'on s'entende sur des objectifs. Et je pense qu'un plan directeur de l'eau, présenté par les partenaires, approuvé par le ministère de l'Environnement, sera, dans le cas de la Yamaska, ma première priorité. Les gouvernements, à tout le moins au niveau provincial, c'est assez clair, on semble avoir du mal à confronter l'Union des producteurs agricoles. Ben là, je veux dire, je peux pas répondre pour eux autres si on peut le confronter. Je pense du courage politique, c'est de pas avoir peur de confronter. Si tu veux répondre sur ça, je dis oui, on peut. Mais oui, je le constate comme vous autres. Mais c'est parce qu'il manque de courage.
que je reproche à l'UPA, c'est surtout son manque de vision, son manque d'acceptation des conséquences. Le modèle actuel, il ne fonctionne pas. Et ce n'est pas le destin cruel. Ce n'est pas Dieu le Père qui fait disparaître les fermes. Ce n'est pas Dieu le Père qui empêche la relève. Ce n'est pas Dieu le Père qui met des nitrates dans les cours d'eau, etc. Ce sont des actions concrètes de tous les jours qui amènent à ça. On est dans tous les comités de bassin versant. On travaille avec les groupes conseils, on travaille avec les agronomes. On fait partie de la solution. L'UPA, on est là pour aussi que l'agriculteur se sente appuyé, puis en même temps, il faut aller trouver un principe aussi qu'avec les gouvernements, on va être capable d'emmener des montants d'argent qui vont faire en sorte que les agriculteurs vont changer de pratique. De représenter les fermiers, c'est une chose, ça c'est une job syndicale, c'est correct, puis c'est tout à fait valable. Mais l'UPA a dépassé ce rôle-là, contrôle 85% de la mise en marché des produits agricoles au Québec, donc il est devenu le patron de la mise en marché. Le délégué syndical est devenu le patron de ses propres membres, et de surcroît, il contrôle la financière agricole. La financière agricole qui reçoit une enveloppe de 305 millions par année de nos taxes et qui est gérée par le président de l'UPA, c'est la même personne, siège comme président de la financière, comme président de l'UPA. Et en plus, les organes paragouvernementaux de contrôle sont fortement influencés. Les comités consultatifs agricoles des MRC, c'est de par la loi au moins 50% des membres de l'UPA. La Régie des marchés agricoles, ça va dans le jeu de l'UPA, etc. Donc, le délégué syndical est devenu le patron de mise en marché, est devenu le banquier, puis est devenu le conseiller du juge. Là, lorsqu'il y a une plainte, on fait quoi, là? C'est ça, il faut que ça change. Je dirais que je ne suis pas distancé de l'Union. Si vous regardez mon dernier discours comme président de l'UPA quand j'ai parti, j'ai été très clair dans mon discours. S'il y avait un dossier que j'avais raté, ou que j'avais beaucoup de regrets, c'était la question environnementale. Vous pouvez relire mon discours, vous pouvez en parler à ceux qui étaient là. J'ai été très clair avec une bonne partie de mon discours qui portait sur ça. Le seul regret que j'avais, et où j'ai manqué mon coup, c'est la question environnementale. Et j'ai dit aux congressistes que j'étais extrêmement inquiet et que si j'avais un conseil à leur donner en partant, si je me permettais de leur donner un conseil, c'est de s'investir et d'investir énormément à ce niveau-là, parce que ça serait catastrophique dans à peine quelques années. Le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Puis, il les bénit en disant « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les bêtes sauvages, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Vous voulez ajouter quelque chose? Quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné? Ou, Moi, j'aimerais ça qu'on juste mentionner que l'ensemble des rivières au Québec, le problème, c'est pas un problème agricole. C'est pas un problème de résidentiel. C'est même pas un problème industriel. C'est un problème humain. Il va se régler par des humains. Le 7e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre. Or Dieu termina le 6e jour, l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour. Telle est l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Mission accomplie. La terre, nous l'avons remplie, nous l'avons soumise, nous l'avons dominée. Ensemble, nous avons atteint notre objectif avec, pour résultat, que l'air et l'eau sont plus pollués que jamais, au point de mettre en péril l'avenir de l'humanité. On est un maillon de la chaîne, on n'est pas le maillon, on n'est pas la fin. On est juste un bout de toute cette chaîne-là. Et puis, c'est ça, je pense, de se remettre à notre vraie place puis de se questionner là-dessus. Je pense que là, on va vraiment, je pense, envisager des solutions là, qu'actuellement, on n'imagine même pas. Après le modèle proposé par la Genèse,
Après le modèle capitalo-industriel occidental qui en découle, il faut inventer un nouveau modèle qui, cette fois-ci, fonctionnera en harmonie avec la nature, en symbiose avec le vivant. Ce modèle, à nous de l'inventer, tel un défi majeur du 21e siècle. Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi, trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudra prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien, mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des belois. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Mais va-tu toujours y avoir de l'eau dans mon vin? Il va-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Quand le vent souffle, moi je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout, pis toutes les autres qui ont rien. Change-moi ça.